Bonjour Audrey, Audrey Boucabeille, comment vas-tu? Bonjour Anthony, mais ça va très bien, merci. Super, je suis content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Tu as fait un peu de route et en fait on va essayer d'expliquer aujourd'hui par ton expérience un peu à nos auditeurs qui sont majoritairement des agents immobiliers, des représentants du financement, que ce soit des banquiers ou que ce soit des courtiers. On va essayer d'expliquer ce qui se passe du côté promoteur, puisque c'est de là que tu tires tes 20 ans d'expérience que tu vas nous expliquer un petit peu après. Mais l'idée, c'est de permettre à nos auditeurs en fait, de comprendre ce qui se passe chez le promoteur depuis 20 ans pour comprendre derrière le rôle de l'agent immobilier qui va commercialiser du coup du neuf avec différents styles de commercialisation. Ça peut être de la défisque, ça peut être de la résidence principale, tu nous expliqueras tout ça. Et puis derrière, évidemment, on a une part de nos auditeurs qui va derrière financer ce genre de projet. Euh, donc c'est pour ça que ton rôle il est intéressant parce qu'on va comprendre ce qui se passe dans le back-office derrière, avant que le programme sorte de terre. Donc peut-être pour pas perdre la coutume, je vais peut-être te laisser te présenter. Donc depuis le début, ton parcours vraiment D'accord, pour en ok. arriver là où Bah, t'en es. je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Alors, mon expérience, plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier neuf. J'ai démarré effectivement assistante commerciale dans un milieu de gestion patrimoniale, réseau toulousain, qui m'a permis effectivement de découvrir la VFA, la vente en état futur d'achèvement. Et je me suis découverte une passion et commerciale du métier. Donc après, effectivement, j'ai commercialisé pour un promoteur national. J'étais manager de tout le back-office aussi. Donc j'ai vraiment démarré, on va dire, en bas de l'échelle. Et ensuite, aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté, côté promotion. Voilà. Donc tout en gardant cette vision de direction commerciale, ce qui permet d'avoir aujourd'hui un recul au niveau du montage de l'opération, je vais vous le détailler un petit peu après, pour la sortie justement avec les partenaires. Voilà. Et tous les acteurs, puisque c'est un métier où il y a beaucoup d'acteurs, et ça c'est le propre du métier avec une valeur humaine qui est ultra importante là-dessus. Alors, pour parler plus précisément du côté promotion, puisque aujourd'hui, en plus, on le voit tous les jours, hein, donc la promotion est un beau métier. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit chronique de logement en France. On n'arrive pas effectivement à créer suffisamment de logements pour la location. C'est un métier de longue haleine. Souvent, quand on est en élévation de programme, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qui a été fait en amont. Le point de départ, c'est quoi? C'est la recherche foncière. Donc, la recherche foncière, où là aussi on a des synergies avec des agents immobiliers aussi, puisque ça peut être eux qui apportent les fonciers sur la promotion. Il y a la partie donc vérifiée avec le PLU, d'accord, voir le nombre de logements que l'on peut réaliser. Et la vision qui m'impacte énormément, c'est justement, oui, il y a le côté construction, mais il y a aussi la sortie en fait de l'opération. J'ai compris. Et par rapport à ton parcours, du coup, si je comprends bien, c'est que là, tu es en train de décrire ce que tu as vécu du coup en 20 ans. C'est-à-dire que là, sur ton parcours, parce que tu m'avais dit que tu faisais de la compta à la base, c'est ton métier de base. Oui, j'ai un BTS comptabilité sur ton gestion, parcours, tout à fait. tu as un BTS comptabilité gestion. Moi, ce qui m'a frappé déjà, c'est que c'est vrai que, peut-être avant d'arriver sur la sortie, c'est que je ne connais pas beaucoup de comptables qui ont basculé vers la vente. C'est vrai que nous, dans nos métiers, on dit souvent que les comptables et les vendeurs, il ne faut pas qu'ils se parlent parce qu'en fait, ils ne parlent pas le même langage, ils ne se comprennent pas. Alors, d'avoir une personne qui représente un petit peu les deux métiers, alors j'imagine que la compta, tu vas peut-être pas pratiquer longtemps, mais en tout cas, quand tu as basculé vers la vente, ce qui est très intéressant dans ce que tu as fait, c'est justement peut-être, on va peut-être y revenir sur la partie technique de ce que tu as commencé à expliquer, mais moi, ce qui m'intéresse là, pour bien comprendre qui t'es avant de démarrer le développement, c'est comment tu as bifurqué vers la vente. Parce que tu as dit, je suis intéressé par j'ai eu de l'appétence finalement pour de la vente, mais comment tu as réussi à bifurquer
Et déjà en termes de formation, en termes de compétences, et même qu'est-ce qui t'a donné goût à la vente? Alors, oui, effectivement, j'ai fait un BTS compta gestion que j'ai pratiqué pendant quelques mois. Et finalement, après, des missions d'intérim que je n'arrivais pas à avoir. Mhm. Et il fallait bien payer les factures, hein, Bah oui, parce que évidemment. quand tu sors des études. Et à ce moment-là, je suis rentrée donc, dans un réseau toulousain, assistante commerciale. Mhm. Et c'est là où, en fait, hein, j'ai un côté de ma personnalité. C'est là que j'ai découvert, en fait, cette passion d'aider les gens, de les renseigner sur les produits. Donc, j'ai fait tout le back-office. Mais je suis Relation allée client ou vraiment commerce? relation, Ouais, c'est ça. non, relation partenaire. Ouais, Donc, c'est-à-dire que j'avais les conseillers en gestion de patrimoine au ok. téléphone pour justement leur dire, bah tiens, tu as tel client, tu peux basculer sur tel produit. Mhm. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, mais c'est chouette, parce que du coup, tu as une compétence, tu apprends les programmes, comment ils sont, quel Mhm. emplacement, quelle est la sortie pour les clients. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, en fait, du commerce. Ok, c'est-à-dire finalement, tu as pris goût quand tu as le client au bout du fil. Tu as été inspiré par la connaissance, parce que quand tu vends, il faut comprendre, il faut connaître. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des vendeurs qui ont une compétence, c'est un peu mon style. Quand je vends, je suis pas un grand déballeur, mais par contre, c'est la technicité qui fait que j'arrive à, on va dire, à mes fins. Et ça passe par une connaissance parfaite du produit que tu vas vendre. C'est-à-dire que c'est ça qui t'a inspiré à la base, c'est que ça t'a permis de comprendre pour vendre derrière. C'est ça. Et comme je me suis intéressée, en fait, c'est là où du coup je suis montée en technicité Ok, sur le produit, ok. sur comment le présenter. Et en fait, c'est l'évolution qui a été faite sur ce poste-là. Finalement, sur tes chiffres d'affaires, c'est que tu C'est t'es ça. rendu compte que par ce biais-là, tu t'es retrouvé à faire des ventes, et c'est ça qui t'a amené naturellement à là où tu en es. Ça Exactement. s'est fait naturellement, ou est-ce que là où tu étais à l'époque, tu as fait un effort de formation pour la vente? J'imagine que pour le Non, produit, oui, ou non du tout en c'est fait. venu naturellement? Je me suis formée en fait sur le tas. Ouais, Et c'est là où j'ai eu cette technicité-là, parce que je suis de nature curieuse. ouais. Donc, j'ai creusé sur la VFA, sur le produit, avec une vision vraiment long terme. Et toute l'expérience que j'ai acquise, en fait, c'est ça. C'est à chaque fois, j'ai voulu connaître. J'ai voulu creuser, j'ai voulu augmenter mes compétences et c'est ça qui, mis bout à bout, en fait, m'a donné T'as amené à envie ça. de perdurer, en fait, dans ce métier-là. Et tu as eu, à ce moment-là de ta vie, tu as eu un mentor, tu as quelqu'un qui t'a inspiré dans ton quotidien, peut-être un responsable, peut-être un collègue, qui t'inspirait dans ses performances, ou même pas vraiment, tu t'es construite toute Euh, seule? non, toute seule. Après, effectivement, sur les dernières années, sur la première structure, puisque j'y suis restée 13 ans, j'avais mon directeur commercial avec qui j'adorais bosser, qui était monteur. Donc, et Hmm. c'est vrai que là, effectivement, il a été mon mentor là-dessus. J'ai compris. Ok, super. Ok. Donc, super. Alors, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter donc ce que tu faisais, peut-être pas ce que tu faisais, mais comment tu as vécu l'évolution de l'immobilier neuf en 20 ans? Alors, Parce que du coup, le marché il a beaucoup évolué. C'est ah, vrai que les produits sortis de terre il y a 20 ans, c'est plus les mêmes ah non, qu'aujourd'hui. c'est Les plus normes, les c'est plus mêmes. les mêmes. Tout Il y a eu à un peu de fait. changement. Ouais, c'est ça. Il y a eu de la résilience, j'imagine, chez les promoteurs. On a vu des gros acteurs naître. Et tu as toujours bossé chez des promoteurs, si je comprends bien, que c'était des promoteurs plutôt familiaux, des petits promoteurs. Alors, je suis passée par la case promoteur national. Ouais. Et après, je suis passée plutôt par des petits promoteurs, Mhm. justement, par rapport à l'appétence des produits, parce que je me suis forgée, en fait, comment dire, euh, mes critères à moi de Mhm. sélection de produits. Et c'est pour ça que je suis partie plus sur des petits promoteurs pour avoir un produit qui va être comme si je pouvais l'acheter moi, en fait. Mhm. Donc, Ouais, t'es plus proche du produit, finalement. Ouais. exactement. Et là, je me suis dit, bah oui, des petites copropriétés de moins de 40 logements, derrière, avec une vision court, moyen, long terme, c'est quand même mieux. Pourquoi? Parce que on va sélectionner, alors souvent dans l'immobilier, on entend Mhm. c'est l'emplacement, 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 mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des critères comme le marché locatif, où on peut avoir des secteurs où les loyers marchés sont supérieurs au plafond
Pinel, puisque c'est Ouais. la loi fiscale en vigueur aujourd'hui, où là, pour moi, c'est vraiment un des critères intéressants parce que ça veut dire qu'une fois qu'on sera sorti de ce levier fiscal, ça veut dire que la demande sera encore tendue et on va Ouais. pouvoir avoir un immobilier de rendement plus intéressant. Surtout à Toulouse, mec, c'était sur Toulouse. Tout à fait. C'est le cas d'école en plus, c'est l'exception française un petit peu sur la valeur C'est ça. locative. Mais ce n'est pas que Toulouse. Hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du secteur de Toulouse, tu peux avoir des quartiers où il y a une demande locative un peu moins tendue, d'accord, et sur d'autres qui sont en devenir, où là, effectivement, on voit bien la demande importante. C'est vrai que j'ai vu il y a quelques années des personnes acheter de l'immobilier neuf. Le temps que le programme sorte de terre, c'est pas arrivé souvent, mais carrément le bien valait plus cher que le prix auquel ils avaient acheté il y a 1 an et demi. Tout à fait. J'ai vu des cas comme ça, c'est incroyable. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, l'immobilier neuf souffre aussi de la mauvaise presse, de dire le bien est surcoté au moment où il est vendu. Donc c'est vrai qu'il y a ce paradoxe, c'est vrai qu'il faut bien acheter l'emplacement, faut acheter dans les zones où il y a une demande en devenir, vraiment, qui va continuer à pousser. Et ok, très bien. Voilà. Et sur la norme, peut-être ? Alors, sur la norme, effectivement, comme tu le disais, à l'époque, effectivement, les normes thermiques, énergétiques ont évolué. C'est pour ça que là, on est en train de vivre la fin, on va dire, de la réglementation thermique 2012 et on va sur la RE 2020 qu'on appelle, réglementation énergétique 2020. Donc, aujourd'hui, ça a un impact donc, au niveau énergétique, mais au niveau du coût. Ouais. C'est là où effectivement, quand on est promoteur, on a une augmentation en fait du bilan. Les coûts travaux sont plus importants. Voilà. Donc après, l'immobilier neuf, souvent effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on dit ok, c'est éligible au projet de loi fiscal et donc c'est surcoté. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on n'intègre pas la réduction fiscale dans le prix de vente. Parce que le montage financier d'un promoteur, c'est j'achète le foncier à tel prix, j'ai un coût travaux sur tel budget, d'accord, sachant qu'il peut y avoir des dépassements de budget. Il va y avoir des honoraires de commercialisation pour les partenaires qui vont distribuer le programme auprès de leurs clients. D'accord ? Et tout ça mis bout à bout, bien évidemment, on a une augmentation des tarifs. Et c'est ce qu'on a pu voir. À l'époque, on avait des appartements T2 à 140, 150 000 euros qui aujourd'hui valent 210. Pourquoi ? Parce que les prix des fonciers ont augmenté. Les vendeurs des fonciers, effectivement, sont allés un peu en force pour augmenter les prix et vendre à des promoteurs, puisque il y a la force et la puissance d'un promoteur pour construire. Alors après, ça peut aller de 15 logements à 150 logements selon les zones. D'accord ? Donc là-dessus, il faut se positionner sur le montage. Et puis, un promoteur a des coûts financiers pour obtenir sa garantie financière d'achèvement. Et la banque, quand on rembourse sur du long terme, il y a des taux d'intérêt, comme les taux d'intérêt des particuliers. On a les frais de gestion aussi en tant que promoteur. Donc tout ça, effectivement, en découle ensuite le montage de la grille de prix. J'ai compris. Voilà. Ok. Mais du coup c'est vrai que souvent, j'entends l'argumentaire toujours du neuf. C'est vrai que moi, j'ai toujours acquis de l'ancien. J'ai jamais fait un investissement dans le neuf. Quand je vois le prix d'acquisition et je me dis que je vais acheter le bien à 200 000, en deuxième main revendu sur le marché, je le vends 30 40 000 euros le moins généralement. Et du coup, je préfère l'acheter mais en deuxième main. Puisqu'il y a déjà cette décote. Et j'ai un peu ce sentiment que c'est un petit peu comme la voiture. De l'autre, qui a perdu de l'argent une fois qu'elle passe en seconde main. Et il y a un autre argument, on parle d'argument qui va contre neuf. Heureusement qu'il y a beaucoup d'acheteurs de neuf et que c'est le neuf qui stimule, et c'est dans le neuf qu'on a les beaux produits, et que quand on achète du neuf, on a aussi le luxe d'avoir généralement ce qu'on souhaite, puisqu'en fait on peut faire le premier aménagement de l'appartement, on est les premiers on va dire, à l'utiliser, et on voit l'évolution même depuis un siècle à peu près de la manière dont sont disposés les appartements et les maisons. C'est pas les mêmes modes de vie.
on avait souvent les salons au premier étage et on avait les garages au rez-de-chaussée des fois dans les anciennes maisons. Aujourd'hui, l'organisation des pièces est complètement différente, c'est plus compatible. Donc je comprends parfaitement l'attrait pour le neuf. Mais pour arriver sur les arguments qui vont un petit peu contre le neuf, il y a aussi cet argument de dire que, et c'est un truc qui gêne beaucoup d'investisseurs, c'est de dire, mais quand j'achète du neuf, on me promet tant d'euros tant d'euros par mois de charge, mais finalement, comment on peut prévoir, sachant qu'en fait, il n'y a qu'après les premiers bilans de la copropriété, les premiers budgets, qu'on va vraiment pouvoir mesurer combien va coûter le fonctionnement de la copropriété. Et j'ai vu des exemples où il y avait un propriétaire qui se retrouvait avec 200 ou 300 euros de charge en plus par mois par rapport à ce qui était annoncé par le vendeur, par le commercialisateur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu constates dans cette... est-ce que c'est un problème que tu as vécu dans ton quotidien? Est-ce que c'est ce que tu as entendu? Et peut-être la question qui va juste derrière, est-ce que l'augmentation du coût du matériau qui est censé aller vers des normes plutôt écologiques et économes, on connaît tous le DPE avec A, B, C, D, etc. On est plus vers le A que vers le FG. Et est-ce que vraiment ça impacte positivement les charges en termes d'économie d'énergie, par exemple? C'est très intéressant ce que tu soulèves. Déjà, en premier lieu, par rapport entre le neuf et l'ancien. Pour avoir de l'ancien, il a fallu avoir de la construction. Ouais. Donc, ça a été neuf. Ouais. D'accord. La différence, ça va être la réglementation thermique, où du coup, tu ne vas pas avoir le même DPE effectivement dans l'ancien aujourd'hui. Donc, quand tu achètes de l'ancien, tu l'achètes moins cher, d'accord? Et encore, ça dépend des zones. Ouais. Mais il va falloir aussi prévoir le budget travaux, rénovation. Oui, pour avoir la même qualité à la fin. Pour avoir. C'est vrai, t'as raison, ouais. Et si, en fait, souvent, on met en opposition le neuf et l'ancien. Pour moi, il y a une corrélation, une synergie, j'ai envie de dire, entre les deux. C'est-à-dire que l'ancien, je vais avoir un coût peut-être moins élevé, mais je vais avoir un coût travaux. Ce qui va t'amener à avoir un écart, de 10-15 000 euros à produit équivalent, superficie équivalente, d'accord, parce qu'il faut comparer des carottes et des carottes, des choux avec des choux. Donc, c'est pour ça que finalement, ton ancien peut être très intéressant, mais le neuf aussi. Donc oui, le neuf est un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un décalage entre l'achat d'un foncier il y a 20 ans et l'achat d'un foncier à l'heure actuelle. Il y a aussi le coût travaux, qui effectivement, pareil, le coût travaux à l'époque était moins élevé qu'aujourd'hui, parce qu'il y a l'évolution du marché, l'évolution sociétale, et aujourd'hui, on le voit encore plus. Aujourd'hui, les coûts travaux ont augmenté considérablement en raison de la réglementation énergétique, et justement, cette réglementation énergétique, comme tu le disais tout à l'heure, amène à avoir des charges de copropriété moins élevées. D'accord? Donc, alors, dans le neuf, moi, je n'ai pas eu des explosions de charges. T'as pas eu de gros... C'est souvent ce qui est annoncé par le commercial. C'est souvent le commercial qui va dire « Ah, vous allez avoir 100 euros de charge maximum par mois » et finalement, on se retrouve avec 250 euros de charge par mois. Alors, là, il faut comprendre et creuser le pourquoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un défaut, des fois, c'est le défaut du commercial. Du commercial? Est-ce que c'est un défaut de la construction? Puisque du coup, c'est plus énergivore que prévu. Mais en règle générale, si on fait de belles prévisions, normalement, ça se tient. Ça, là-dessus, j'ai pas eu de cas où les charges avaient explosé comme ça. En tout cas, c'est vrai que c'est un bon argument. C'est vrai que tu as raison sur un point qui est pas forcément visible. En tout cas, c'est vrai que tu m'as convaincu. C'est que quand tu proposes deux produits, c'est-à-dire qu'il faut les comparer. Il faut les comparer en termes d'isolation. Les immeubles des années 30, ils n'étaient pas forcément isolés. En termes de, donc je parle des vides, je parle de l'isolation interne ou externe, de la qualité des évacuations, parce que c'est vrai que dans les immeubles anciens, il y a des gros problèmes d'évacuation, des colonnes, etc. Ça coûte hyper cher à rénover et les ascenseurs, etc. C'est vrai que tu as raison, si on les compare et qu'on met à niveau l'ancien au niveau du neuf, on se retrouve sûrement régulièrement avec de l'ancien qui est plus élevé, avec en plus une période pendant laquelle on ne peut pas l'utiliser puisqu'il est en travaux. Tout à fait. Je comprends parfaitement l'argument. Voilà. Donc finalement, c'est des idées reçues. Alors, oui, le neuf est plus cher,
mais ça va avec la conjoncture, l'évolution de l'achat des fonciers. C'est ça aussi la différence. Mais finalement, si on rapporte, c'est pas... la différence n'est pas la même. Donc après, là où il va y avoir une différence, c'est plutôt sur la résidence principale, où la personne veut acheter de l'ancien, par exemple, parce qu'on veut effectivement des moulures, on veut effectivement, on va dire, quelque chose d'un peu atypique, puisque dans le neuf, on ne va pas avoir forcément ça. Donc après, c'est plus sur le profil résidence principale où tu vas avoir ces différences-là. Bah, moi, effectivement, je préfère aller dans l'ancien, même s'il y a un coût travaux supplémentaire, que dans le neuf. Le neuf, l'avantage, c'est qu'on peut personnaliser, comme tu le disais tout à l'heure, on peut personnaliser effectivement son intérieur. D'accord. Parce que la VFA, c'est un des avantages aussi de la vente en état futur d'achèvement, c'est qu'on peut modéliser en fait l'appartement en fonction de son cadre de vie. Et j'aimerais bien revenir aussi sur ce que tu disais, sur le format, par exemple, des logements. Il y a quelques années, on voyait par exemple du T2 avec les toilettes dans les salles de bain et les salles de bain dans les chambres. Donc ça a évolué dans le neuf. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que finalement, que ça soit en locatif ou en résidence principale, on reçoit du monde, on n'a pas forcément envie que nos invités traversent la chambre pour aller dans la salle de bain et toilettes. Donc aujourd'hui, on voit des plans, puisque c'est la VFA, on va commercialiser sur plan. On voit qu'aujourd'hui, les toilettes, même dans les T2, sont séparées. Les salles de bain sont séparées. On ne passe plus par la chambre. Alors, c'est un exemple. Hein, en fait, ça paraît évident, mais c'est vrai que ça paraît évident, mais dans le côté, j'imagine que l'erreur a pu être faite dans le passé, que c'était l'habitude et que ça a changé parce que et ça change complètement le plan Tout à fait. Du plateau. Quoi. Et après, il y a aussi une donnée importante à prendre en compte, c'est la construction et la répartition des typologies d'appartements, T2, T3, T4, en fonction aussi du secteur et de la demande. Et c'est pour ça qu'il faut travailler aussi main dans la main avec les organisations, avec les mairies, pour répondre à la demande locative du secteur. Puisqu'il va y avoir des emplacements où on va avoir un déficit de logements en T2 parce que la population, c'est des jeunes. Donc, on peut avoir des résidences avec plus de T2 que de T3. Ça peut être aussi un emplacement où on a plus de demandes en T4 parce que la population est plutôt vieillissante, donc on va aller chercher du T4. J'ai compris. Voilà, c'est là où c'est important d'avoir cette connaissance du marché pour arriver à faire en construction un produit qui est adapté vraiment au terrain. Et c'est cette analyse micro ou macro, selon comment on se positionne, qui permet d'avoir toutes les informations pour le client. Et du coup, j'imagine que, par rapport à ce que tu viens de dire, j'imagine qu'il y a des mairies qui bloquent si elles voient un programme qui n'est pas cohérent, non ? Elles font attention à ça dans le mode de construction ? Quand elles ont plusieurs choix, moi je vois souvent les promoteurs qui veulent rencontrer la mairie avant de s'engager, parce qu'on fait de la transaction sur des terrains. Et c'est vrai que c'est un domaine qui nous a toujours paru un petit peu flou, la relation entre la mairie et le promoteur, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le promoteur, à un moment donné, il impacte aussi la voirie dans certains programmes, que parfois ça va arranger ou pas la mairie, que ça va jouer dans la décision. J'ai l'impression qu'il y a 20 ans, les maires faisaient ce qu'ils voulaient, et j'ai l'impression qu'entre-temps, c'est plus trop dans la main du maire lui-même, qui a une responsabilité. Je crois que maintenant il y a une responsabilité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a un refus avec la mairie, est-ce qu'il est justifié ? Est-ce que c'est l'intérieur ? Est-ce que c'est l'extérieur ? Est-ce que, j'imagine que l'architecte respecte le PLU, donc j'imagine qu'en fait le problème ne vient pas de là, mais quels sont les refus d'accords de permis par la mairie en dehors des recours ? Alors, il y a plusieurs choses effectivement à regarder avec la mairie. La relation avec la mairie, effectivement, est très importante. Donc, la mairie peut très bien dire, là, il y a trop de logements. Donc, ça va faire une résidence peut-être trop importante, justement, pour le devenir du quartier. Ça peut être le fait, ils sont très sensibles aujourd'hui, les mairies, sur garder des poumons verts.
dans des grandes villes aussi, donc c'est très important. Là, par Sur les exemple, terrains, planter des arbres, par exemple. exactement, ou conserver l'existant. Aujourd'hui, moi j'ai une opération, j'ai un chêne tricentenaire entre les deux bâtiments. Parce que justement, c'est le charme de la copro derrière. Exactement. Ah oui. Donc la résidence s'appelle le chêne, voilà. Parce qu'on a un magnifique chêne en fait au milieu de la résidence. Et aujourd'hui, les mairies sont sensibles à plusieurs choses. Donc tout ce qui va être effectivement des poumons verts au cœur des villes, ça va être les typologies d'appartements pour pouvoir loger correctement la population, ouais. Exactement. Ça va être aussi le voisinage, puisque souvent les PC, pour répondre à ta question, sont aussi des fois refusés parce qu'il y a un temps effectivement important de négociation avec les recours des voisins qui peuvent dire, alors il y a effectivement des recours qui vont dire, voilà, moi il y a tel élément qui me gêne dans le projet du promoteur. Donc le promoteur fait en sorte de pouvoir répondre de façon positivement au voisinage, d'accord, parce qu'on a envie de garder des relations saines et propres avec l'humain qui est en face, parce que on va dire que son environnement est en train de changer. Donc certains PC sont modifiés justement, et c'est pour ça qu'on a des PCM qu'on appelle, qui sont modifiés par rapport à l'écoute justement de ces recours du voisinage. Et ensuite, alors il y a deux typologies. Après, il y a aussi des recours parce que à certaines périodes, il y a la course au recours. C'est-à-dire que, non, on ne veut pas avoir modifié l'environnement et on va aller chercher un petit ticket. Parce que l'image aussi des promoteurs, c'est souvent en idée reçue aussi, c'est ils se font quand même énormément de gains sur les opérations, donc on va aller chercher effectivement un petit plus financier. D'accord ? Là, on le voit moins parce que l'évolution du marché immobilier est en pleine modification là depuis le début de l'année, on le voit bien, d'accord ? Mais voilà, donc du coup, tu as la mairie effectivement qui a son mot à dire sur les constructions, sur dire, bon, là j'ai eu tant de logements construits sur le secteur et ça correspond à la demande locative que je peux avoir et au développement de la commune. Et c'est là aussi ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que les promoteurs sont attentifs aussi à l'évolution des voiries, pour ne pas venir en fait bloquer justement l'environnement existant. Donc ils vont essayer dans la mesure du possible d'être conciliants, peut-être de refaire une voirie, d'élargir le trottoir. Il va y avoir c'est pour ça que le projet de construction en VFA, c'est un travail de longue haleine entre la recherche foncière, le montage de l'opération, potentiellement la négociation avec le voisinage, le montage du permis de construire, et ensuite on a effectivement l'émergence du programme en VFA, en commercialisation, pour après avoir la réalisation entre, on va dire, 18 et 24 mois selon les copropriétés. C'est vrai qu'ils se retrouvent sur un marché qui est différent, et peut-être aussi on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si c'est courant à Toulouse, les bâtiments de France. Oui. Ça, c'est un sujet aussi, parce que moi, je vois qu'ils vont bloquer plein de constructions. C'est-à-dire qu'on fait un programme qui est parfaiement conforme, ils attendent des couleurs, ils vont jouer sur le ton, et alors qu'en fait, il y a une harmonie en fait, avec l'environnement, et parfois on passe les délais à cause de ça, le temps de réaction, etc. Comment tu vois le niveau de contrainte des bâtiments de France ? Il y a effectivement cette contrainte-là. Après, je trouve que c'est intéressant, mine de rien, de conserver le patrimoine, d'avoir une certaine harmonie en fait du secteur, puisque par exemple les bâtiments de France n'interviennent pas sur des ZAC par exemple, où là effectivement tu peux avoir des ZAC vraiment
Déstructuré complètement. Déstructuré, des fois, tu exactement. un bâtiment gris, un blanc, un jaune. C'est ça. Donc, c'est vrai que les bâtiments de France, oui, ça peut être une contrainte, mais en même temps, ça permet aussi de conserver cette harmonie-là. Donc, oui, c'est une contrainte, mais après, il suffit de trouver les solutions pour répondre à cette contrainte-là. Donc, des fois, on peut effectivement prendre des délais parce qu'on est sur de l'administratif, mais c'est important aussi d'être à l'écoute, je pense. Et dans ce secteur-là, tous les acteurs doivent trouver en fait une synergie dans la mesure en fait de l'interlocuteur en face. Je pense que c'est ça aujourd'hui et on le voit encore plus avec la crise immobilière où il faut se serrer les coudes, être à l'écoute pour arriver à faire quelque chose de périn par la suite. Ok. Et t'as pas vraiment été confronté, j'imagine, on parle beaucoup de particuliers, mais le neuf c'est aussi, il y a eu une vague où il y a eu beaucoup de construction d'EHPAD. Il y a eu beaucoup de construction de résidences de services. Ça donnait droit de mémoire à des avantages fiscaux. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Moi, ça fait 10 ans que j'ai ça en tête. Et je sais que il y a 10-15 ans, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, j'avais à l'esprit qu'il y avait énormément de personnes qui se sont fait vraiment arnaquer sur justement l'emplacement. Ils se retrouvent avec des propriétés. En plus, il y a des charges qui sont énormes parce qu'on paye la médicalisation, etc. dans ce type de produit. Mais si je mélange tout et que je parle même de l'immobilier étudiant, parce qu'on parle aussi des résidences étudiants, elles rentrent dans ces cadres, dans ces dispositifs-là, je crois. Il y a vraiment des propriétaires qui se sont retrouvés avec des immeubles inlouables, dans des zones inlouables. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce que l'acheteur qui rencontre un commercialisateur d'immobilier neuf, il se retrouve avec 50 programmes et il doit faire un choix pour faire son investissement locatif. Il y a des bonnes et des moins bonnes affaires à faire. Comment finalement l'acheteur peut éviter de se faire avoir? Est-ce qu'il y a 3 à 4 points clés sur lesquels justement, une fois qu'il a vérifié, il peut s'assurer, ou des techniques pour s'assurer qu'il arrivera à louer ou qu'il arrivera à revendre? Peut-être aussi que la qualité du bâtiment va faire que le bâtiment ne va pas fissurer au bout de 2 semaines. Est-ce qu'il y a des astuces comme ça pour aider l'acheteur à acheter? Alors, oui, il y a des astuces. Après, ça va être encore une fois la sensibilité qu'on va avoir sur le produit, en fait. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, je pars toujours du principe, je fais mon analyse pour voir si moi, j'achèterais. Et comme ça, effectivement, on propose après au client un produit sur lequel on a différents critères, mais qui sont très personnalisé finalement. Ouais, évidemment, tout le monde est différent. Tout le monde est différent, on ne va pas avoir la même perception du produit en fait. Donc, il y a effectivement des points clés à vérifier. Ça va être l'environnement immédiat du programme. Donc là, effectivement, il faut, conseil que je donnerai, c'est se déplacer, c'est-à-dire aller voir effectivement le bien qui est proposé pour voir l'environnement existant. Est-ce qu'on est sur une zone où il y a déjà eu des constructions? Regardez s'il y a encore des terrains constructibles justement parce qu'il potentiellement il peut y avoir de nouvelles constructions. Ou est-ce qu'on est venu sur un secteur où c'est déjà tout construit? Est-ce qu'on est sur un secteur où non, il y a tout à faire? C'est pas la même chose. Il y a ça. Sur la demande locative, alors technique, on peut passer une annonce sur le Bon Coin en location, voir effectivement combien d'appels on a dans l'heure qui suit l'annonce. Ça peut donner le tempo de savoir, si j'ai un appel, c'est que c'est pas si tendu que ça. Si j'ai 30 appels d'un coup, je peux être effectivement un peu rassurée. Parce que dans ces métiers-là, personne n'a la boule de cristal. En revanche, on peut mettre en place quelques critères, comme tu le disais, pour essayer d'optimiser et de faire une sélection judicieuse en fait du bien immobilier. Et ensuite, ça va être aussi connaître un petit peu ce qu'on appelle le turnover sur les différentes typologies. On sait que si on doit faire un investissement locatif, un T2, on va avoir un turnover d'1 an, 1 an et demi. Parce que
Le logement va être adapté à une personne célibataire, jeune, actif. Ce jeune actif, il va peut-être rencontrer quelqu'un. Ouais. Ils vont peut-être partir sur un T3, puis ils vont avoir un enfant, donc ils vont peut-être prendre un T3 plus grand, un T4. Et donc, on voit que le fait du fonctionnement de la société est modifié. Exemple, le Covid. Les raies de jardin, par exemple, c'était les derniers logements à se louer. Après Covid, il y a des listes d'attente justement sur les raies de jardin. Parce que, après avoir vécu cette période-là, tout le monde voulait un petit bout de jardin pour s'aérer. Ensuite, sur tout ce qui va être EHPAD médicalisé, senior, là aussi, on a l'augmentation, on va dire, du vieillissement de la population. Ouais. Donc là aussi, il faut adapter pour nos seniors, justement, par rapport à leur mode de vie. Donc oui, c'est très bien. Le médicalisé, c'est bien, c'est plus onéreux, mais c'est bien, il en faut aussi, sachant que malheureusement, le médicalisé, on sait que le turnover, c'est 1 an et demi. Parce que c'est le dernier endroit de fin de vie, quelque part. D'accord ? Après, bon, il y a l'emplacement. Il faut regarder également tous les projets urbains à venir de là où on souhaite acheter. C'est-à-dire que si on est sur une ville qui, oui, vivote, mais le maire n'a pas d'appétence pour aller chercher de nouveaux projets pour développer sa ville, pour que ses infrastructures aussi suivent le développement de sa ville. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, il faut creuser un petit peu. Voilà sur les critères où il faut effectivement faire attention. Et après, la sélection effectivement du promoteur, donc c'est important. C'est important pour justement voir comment vont vieillir, pérenniser en fait le bien immobilier. Pour moi, les petites copropriétés, par exemple, sont plus intéressantes d'un point de vue pérennité, parce qu'on va avoir de la résidence principale et de l'investissement locatif. Donc, on sait que la résidence va être mieux entretenue. Si on a 80% de locataires, on sait que l'entretien est moins bien fait. D'accord ? Donc, la résidence va vieillir plus rapidement. Et ensuite... Comment tu fais pour ça ? Comment tu fais pour prédire s'il y aura plus de locataires ou de propriétaires ? C'est la taille des appartements ? Ça va être la taille des appartements et ça va être les emplacements. Ok. Pourquoi ? Parce que sur les emplacements, si tu es en cœur de ville, en T2 par exemple, tu vas avoir effectivement plus d'investisseurs que de résidences principales par exemple. Ok. D'accord. Tu vas avoir aussi au niveau du développement sur les petites copropriétés au moment de la revente. Alors on peut revendre, si on a fait un Pinel par exemple, on peut revendre à 9 ans, 12 ans. Il faut se poser la question, j'ai une copropriété de 15 logements. Est-ce que c'est plus facile de revendre s'il y a 1 ou 2 appartements en investisseur? Est-ce que ça sera mieux que si je suis sur une copropriété de 100 logements et que j'ai 15 appartements qui sortent en fin de loi fiscale? Du coup, on va avoir une offre et une demande qui va être déséquilibrée. Donc, on aura plus de biens à la vente. Et c'est là où le rôle de l'agent immobilier et de l'ancien va venir impacter. Forcément, les prix, si on a 15 appartements à la vente en même temps, le prix de vente va baisser. Et c'est là où des fois on a cette idée reçue que l'immobilier neuf est plus cher aussi, on y revient, toujours pareil, plus cher que l'ancien. En revanche, sur une copropriété de 15, 20, 30, 40 logements, on va avoir cette mixité résidence principale investisseur. Donc, on diminue le nombre aussi d'investisseurs qui vont revendre en même temps. Et on parle de revente. Mais finalement, quand on fait la sélection d'un bien sur du long terme, on n'est pas forcément obligé de revendre. Il y a différentes techniques qui existent, différents montages plutôt, pour justement peut-être passer en meublé. Et en fait, on fait du réemploi de son immobilier. Et à ce moment-là, on va rentrer dans d'autres dispositifs qui vont permettre de développer le patrimoine du client.
j'ai compris. Et du coup, tu m'as toute faite la passerelle. Euh, Finalement, l'agent immobilier, lui, qui commercialise, parce que toi, c'est ton rôle en fait, hein. C'est là où toi, tu développes la relation entre le promoteur et le commercialisateur. Tu sers vraiment de pont entre ces deux métiers, entre ces deux activités. Comment tu sélectionnes, déjà, comment tu sélectionnes tes commercialisateurs? C'est quoi pour toi un bon commercialisateur? Et du coup, pour faire le lien, est-ce que pour toi, le commercialisateur, la qualité des gens qu'il va ramener, la sélection qui va être faite, c'est quelque chose qui est imposé, justement pour changer la vie de l'immeuble? Est-ce que ça impacte? C'est des choses qu'on regarde en amont, même si effectivement on ne peut pas discriminer à quelque niveau que ce soit. Mais voilà, juste pour comprendre ta relation avec le commercialisateur. Alors, c'est On appelle un commercialisateur, hein. commercialisateur, C'est c'est ça. Moi, je fais la direction commerciale d'EcoCity, EcoCity Habitat promoteur. Et je vais aller effectivement chercher des partenaires qui vont commercialiser auprès de leurs clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le B2B. D'accord. Alors, il n'y a pas de sélection spécifique. C'est-à-dire qu'en fonction du produit, déjà d'une, je vais aller chercher des partenaires de proximité du foncier pour donner un petit peu la primeur, entre guillemets, sur le secteur. Donc, en fonction de l'emplacement, les agents immobiliers, parce que pour moi, encore une fois, l'agent immobilier ancien et neuf, pour moi, il n'y a pas de distinction, on a des synergies en fait. Et on va le voir peut-être au fur et à mesure de la discussion. On a de nombreux interlocuteurs. Et c'est là où il faut être coude à coude avec tous les interlocuteurs. Parce qu'on amène notre pierre à l'édifice, quelque part. Donc, je vais privilégier effectivement les agents immobiliers du secteur pour aller proposer de la résidence principale ou un investissement locatif. Alors, moi, je parle tout le temps d'investissement locatif. Pourquoi? Parce que le levier fiscal qui existe à l'heure actuelle, c'est le Pinel. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Avant tout, on va aller sélectionner un bien, un immobilier en fait locatif. Quel que soit le levier fiscal. D'accord. Et ensuite, effectivement, il y a une participation de l'État qui va nous permettre d'optimiser ce levier fiscal. D'accord. Mais moi, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, avoir toujours une vision, oui, on peut aller faire un immobilier, un investissement locatif sur cette opération-là. Après, avoir comment on le met en marche pour le client. Donc, je vais sélectionner effectivement la proximité d'une. De deux, je vais aller capter des partenaires qui sont aussi spécialisés dans le neuf, puisqu'ils ont une méthode de vente. Vendre de l'ancien, vendre du neuf, pour moi, ce n'est pas la même chose. On peut arriver à faire les deux, mais il faut sur le neuf… Il faut deux commerces différents. Exactement. Ça peut pas être le même commercial. Alors, après, ça peut être… ça dépend effectivement le discours et l'appétence qu'on a. C'est-à-dire que la VFA, on vend sur plan. Donc, il faut arriver par de la pédagogie à amener le client à se projeter dans son mode de vie actuel sur plan. Donc ça, c'est vrai que c'est pas évident. Donc ça peut être, tiens, on va mettre le canapé à tel endroit, la télé à tel endroit, la cuisine. Voilà. Donc c'est vrai que c'est deux méthodes de vente différentes. D'accord, qui se rejoignent sur une chose, pour moi, c'est l'objectif client, la satisfaction client. C'est ça qui est aussi intéressant. D'accord. Et ensuite, donc, des personnes qui vont être spécialisées dans le neuf, donc sur de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Donc, ça peut être différentes entités. Et ensuite, les gestionnaires de patrimoine. Voilà, les gestionnaires de patrimoine, qui est un très beau métier aussi, souvent sur lequel on a des idées reçues de dire, bon, les gestionnaires de patrimoine, il y a 30 ans, ils géraient déjà le patrimoine de certaines personnes qui avaient une aisance financière. Et on voit bien que depuis quelques années, la gestion de patrimoine s'est démocratisée. Ouais, clairement. Parce que la gestion de patrimoine, ça se construit, ça se gère et ça se transmet. D'accord. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec les gestionnaires de patrimoine. Pourquoi? Parce que quand ils rencontrent un client,
Alors, gestion de patrimoine, il y a pour moi 2 piliers. Il y a le pilier immobilier et le pilier financier. D'accord? Donc, il faut avoir dans sa besace les différents produits. Et ça permet justement sur la gestion de patrimoine, encore une fois, d'avoir aussi une vision long terme. D'accord? Donc, sur l'immobilier, voilà un petit peu comment je travaille avec les partenaires. Ensuite, je travaille avec des partenaires avec qui je partage des valeurs, le respect, l'humain aussi. Et justement, on est en mode cercle vertueux. D'accord? Et c'est du gagnant-gagnant. Le client, il est satisfait. Si le client est satisfait, le partenaire est satisfait. Si le partenaire est satisfait, il est satisfait du promoteur. Et là, effectivement, on est vraiment sur... On travaille la recommandation, c'est important. On travaille sur le bouche à oreille. Et c'est, je pense, très vertueux là-dessus. Et c'est des valeurs qui me... Je pense que, qui sont importantes dans le je pense quotidien. que tu le ressens, que voilà. J'ai eu des frictions entre les commercialisateurs et les promoteurs qui réservent un lot, mais le lot est déjà vendu. Enfin, comment tu gères justement, parce que j'imagine que tu n'as pas qu'un seul commercialisateur pour ton programme, tu diversifies parce que s'il y a une défaillance, tu ne peux pas attendre 6 mois Tout à fait. pour commercialiser. Est-ce que tu as un problème, par exemple, à choisir 3 agences immobilières dans le même secteur qui vont commercialiser? Parce que je ne vois pas beaucoup d'agences immobilières qui commercialisent du neuf. Alors, justement, aujourd'hui, il y avait effectivement l'immobilier ancien qui était très développé. On voit qu'aujourd'hui, au vu de la conjoncture, ça se durcit à tout niveau, hein, ancien, neuf, hein, placement financier. Mais je pense que c'est une vraie corde supplémentaire à leur arc sur les agences immobilières aujourd'hui de proposer du neuf. D'accord. Souvent, on démarre par ce qu'on appelle les fins de programme, où c'est du stock dur. On peut visiter. Et c'est là où certains agents immobiliers se mettent à faire du neuf avec cette vision, on va dire, de l'ancien où on peut faire visiter. D'accord. Et ensuite, on développe effectivement les ventes sur plan ou l'investissement. D'accord. Du coup, c'est... C'est vous qui les formez au niveau du process de vente? Ou ils se forment d'eux-mêmes? Ou il y a des... Alors, ça dépend de comment ils sont structurés en fait. Moi, je les accompagne, voilà, en rendez-vous client. Leur performance, c'est la vôtre en fait. C'est ça, exactement. Après, certains ont des modules effectivement de formation et d'autres effectivement, je les forme, voilà, parce que c'est du gagnant-gagnant, d'accord? Ok. Ok, du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, voilà, sur Toulouse, après cet entretien, il y a une agence immobilière qui vient de voir, j'imagine que bon, tu t'accueilles, tu rentres dans le rendez-vous, tu vas vérifier donc ta proximité, on l'a compris, veiller à ce qu'elle ait les conséquences, les mêmes valeurs, et finalement, si ça fonctionne, elle commencera d'après toi plutôt par comme tu as expliqué par les programmes, comment tu as dit, les fins de programme, donc... Ouais, les fins de programme. Comment tu as appelé ça? Les queues de programme aussi. Ouais. Ce qui est déjà construit le stock finalement. dur. Le stock dur, voilà, ça, le stock dur. Le stock dur. Et tu es ouverte complètement à de nouvelles possibilités de commercialisation avec des partenaires. Ouais. Tout à fait. Voilà. Après, il faut diversifier aussi ses partenaires, comme tu le disais. Ouais, ouais. Si à un moment donné, il y a certains voilà, qui peuvent faire défaut. Et dans le neuf, on a, mine de rien, une contrainte, c'est que pour obtenir notre garantie financière d'achèvement, il nous faut un taux de précommercialisation. Donc, pour obtenir ce taux de précommercialisation, il nous faut effectivement de la vente sur plan. Et donc là, il faut effectivement aller chercher des partenaires qui savent, qui ont la compétence de vendre sur plan aujourd'hui. Pour la vente sur plan, c'est vrai qu'on sort un petit peu du métier de l'agence immobilière classique. Et c'est là où j'imagine qu'il y a des commercialisateurs qui sont spécialisés en fait. Tu en as par exemple, je sais pas, j'imagine que tu en as sur Toulouse un certain nombre et c'est avec eux que tu travailles finalement. C'est plutôt cette cible-là pour la vente sur plan ou du gestionnaire de patrimoine. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Vraiment, c'est ça. Voilà. J'ai compris. Ok, super. Dans la promotion immobilière, il y a eu des belles années où je me souviens que j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est encore une fois des idées reçues,
j'ai le sentiment qu'une opération bien menée, c'est une opération avec 20% de marge en fin de parcours. 20%, ça me paraît très peu. Là où sur d'autres industries beaucoup plus simples, il y a des marges qui sont plus importantes. Est-ce que c'est un chiffre qui est commun? Est-ce que ça a bougé? Alors que moi, à l'époque, je me souviens avoir vu des petits promoteurs qui arrivaient à marger beaucoup plus. Je te dis ça, c'était dans les années 2000. Où je voyais des programmes sortir de terre avec des promoteurs qui arrivaient à sortir 35% de marge. Est-ce que les marges ont réduit, j'imagine? La concurrence a augmenté, elle s'est structurée. Et est-ce que c'est toujours est-ce que c'est toujours des standards? Est-ce qu'il y a des standards ou pas chez le promoteur? Alors aujourd'hui, oui, la marge, effectivement, a diminué. Les standards, quelque part, ça va être la banque qui va les donner. Quand on va effectivement proposer un projet à la banque, elle va nous dire, ben voilà, ton bilan, effectivement, il tourne, on te suit, tu fais tant % de marge, il ne faut pas descendre en dessous d'un certain seuil. Parce qu'il faut aussi voir que, oui, il y a eu de très belles années, mais le fonds de commerce du promoteur, c'est que cette marge, il peut la réinvestir sur des futurs fonciers. Oui. Aussi. D'accord? Parce que les fonciers coûtent quand même relativement très cher. Et c'est ce qui permet effectivement de continuer à progresser justement sur ce déficit chronique de logement aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. si le promoteur ne se finance pas, à un moment donné... Exactement. Donc oui, les promoteurs ont baissé effectivement leur marge, mais c'est un travail considérable. C'est un chef d'orchestre. Bien sûr, oui. Moi, le promoteur, effectivement, c'est un chef d'orchestre. Vous avez le maître d'œuvre, vous avez les différents corps de métier qu'il faut harmoniser pour arriver justement à livrer les appartements en temps et en heure, ce qui est des fois pas forcément évident, et on l'a vu aussi avec le Covid. Les contraintes qu'on ne maîtrise pas, comme la canicule, comme des inondations, il y a des facteurs auxquels on ne peut pas échapper. Donc, et tout travail mérite salaire. Donc, du coup, le travail effectivement du promoteur, c'est de construire, d'aller chercher le foncier, de construire et de livrer. Donc, il faut qu'il réalise une marge pour justement pérenniser son entreprise. D'accord? Donc, oui, effectivement, les marges ont diminué. Mais aujourd'hui, il y a un taux aussi, quand on présente un bilan à la banque, auquel on ne doit pas descendre. Sinon, l'opération n'est plus viable. Là, j'ai entendu qu'avec la crise, on a un délai qui s'est rallongé pour commercialiser un programme, forcément, puisqu'on a des difficultés à avoir des crédits. C'est un peu l'objet de la crise. Ça coûte cher, j'imagine, au promoteur à porter un projet comme ça? Tout à fait. Tout à fait, parce que le promoteur... son associé, c'est la banque aussi. Ouais. Et donc, si on a des délais d'écoulement, des délais de commercialisation, comme tu dis, qui deviennent exponentiels, il y a les frais de gestion bancaire qui augmentent. Parce que les taux ont augmenté pour les particuliers, mais les taux ont aussi augmenté en fait pour les professionnels. Quand tu dis les taux, c'est-à-dire que dans l'intervalle où la banque va financer la construction, enfin une partie de la construction, la garantie financière, etc., il y a ce coût-là qui a explosé et c'est un coût qui est facturé, qui est payable à la banque chaque mois, j'imagine, de ce que je comprends. Tout à fait. Et ça pendant toute la durée jusqu'à le dernier lot livré. Jusqu'à le remboursement de la garantie. Justement, pas jusqu'à la livraison. En fait, tu vas avoir ce montage bancaire où tu dis, bon, ça y est, alors je te donne un chiffre, peu importe, mais c'est peut-être au 15e appartement où on peut rembourser la banque intégralement. Et le reste, ça va venir en fait payer les différents corps de métier pour continuer en fait à avancer les travaux. Et ensuite, tu as la marge promoteur. Finalement, le promoteur se paye, lui, tout à la fin. À la vente du dernier logement, ce qui lui permet effectivement d'avoir sa marge, de toucher quelque part sa rémunération et de pouvoir avoir une certaine somme d'argent pour réenchaîner sur une autre opération.
J'ai entendu par rapport à ça, alors je parle, j'ai l'impression d'avoir que des questions qui tapent sur le promoteur, mais finalement c'est des vraies questions que le particulier se pose à Mm. la fin. C'est que j'ai vu que pour faire un programme, généralement on crée une structure dédiée, une structure dédiée, donc une société dédiée, et il y a cette idée reçue qu'une fois que le programme est commercialisé, qu'il est vendu, que cette société va fermer, une fois qu'on a encaissé la marge. Du coup, s'il y a un recours, la société n'est plus responsable puisqu'elle n'existe plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, alors souvent on parle de SCCV. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. le promoteur, effectivement, a sa holding, il va créer une SCCV justement pour que l'argent rentre effectivement sur le compte, puisque en VFA, on a des appels de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mm. Donc le propriétaire qui est passé chez le notaire, il est propriétaire à 100% au moment de la livraison. Donc on va avoir ces appels de fonds au fur et à mesure. Et sur cette SCCV, du coup, il y a les fonds des propriétaires qui rentrent et il y a aussi le paiement des entreprises. Ces entreprises, donc le promoteur, il va prendre des assurances aussi. La dommage ouvrage, la décennale. Donc, la SCCV sera clôturée effectivement à la fin où tous les propriétaires auront payé, toutes les entreprises auront été payées, mais les assurances, elles courent en fait. Elles prennent le relais. 10 ans, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc, et elles prennent le relais. La SCCV, effectivement, elle continue. D'accord? Donc oui, après, il faut la clôturer pour bien évidemment avoir la marge et pouvoir réenchaîner sur d'autres opérations. Mais les assurances courent. C'est-à-dire qu'un promoteur, mine de rien, il peut avoir, s'il y a une entreprise qui lui a fait défaut au moment de la livraison, du coup, il peut avoir effectivement pendant 2 ans l'intervention de cette structure tant qu'elle n'a pas fait la modification, par exemple. J'ai compris. Et par exemple, sur une malfaçon, Alors, constatée 2 ans après la fermeture de la société? Alors, la malfaçon, en général, on la voit au moment de la livraison. Si c'est par exemple, je donne un exemple tout bête, hein, des fois on voit pas une malfaçon électrique derrière le mur ou une isolation avec un matériau qui est pas celui qui était déclaré à l'origine, donc on se retrouve avec une isolation qui est pas bonne, ce genre de malfaçon. Donc là, c'est les assurances qui prendront le relais. D'accord. Ouais, elles prennent le relais à ce moment-là. Okay. Elles prennent le relais. Donc dans elles les conditions, dans le cadre du contrat d'assurance, mais elles couvrent effectivement là-dessus. Ce serait quoi? Elles couvrent la RC, en fait, c'est une responsabilité civile, non? C'est ça, exactement. Et après, il y a la dommage ouvrage. Après, ça dépend. Vous avez aussi la biennale, donc sur tout ce qui va être volet roulant électrique, des choses comme ça. Okay. D'accord. Donc les assurances, effectivement, perdurent. Donc le promoteur, du coup, lui, il est jusqu'à la fin en fait des assurances. Ok. Et selon toi, là, quand tu vas dans le rétroviseur sur les 20 dernières années, quels ont été les métiers sur lesquels le promoteur pourrait chercher des marges pour compenser ou pour aller chercher comment ils se sont diversifiés? Parce qu'on sait que grâce à la crise, ils ont été chercher de la diversification. J'entends par exemple, j'entends en ce moment récemment des promoteurs qui ont été chercher, vraiment ils se sont spécialisés dans l'esthétique. Ils vont chercher des programmes très beaux. On entend beaucoup parler des programmes qui sont en entrée de ville, qui doivent redorer un petit peu. Quand on rentre dans la ville, quand on se retrouve face à des beaux bâtiments, on voit de l'immobilier qui est mélangé avec beaucoup de verdure. Tu en parlais tout à l'heure, mais il y en a qui en ont fait un style. C'est une manière de se diversifier et peut-être d'obtenir un chantier. Voilà, il y en a qui font du social aussi, parce que je crois qu'en mettant du social, on obtient des permis de construire avec des surfaces plus grandes. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Là, sur le social, effectivement, les mairies vont imposer un quota de social. Voilà. Donc oui, sur certaines opérations, et là, il y a eu une modification il n'y a pas très longtemps, en fonction de la superficie du terrain, il y a un quota de social imposé. Dans tous les programmes? Dans tous les programmes. C'est incroyable. Et comment ça se matérialise? Parce que finance sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de plafonner les loyers? Est-ce que ça veut dire que ça part chez un gestionnaire particulier? Alors oui, ce sont des bailleurs sociaux qui prennent le relais. Sur une opération de 40 logements, tu peux avoir 12 logements qui sont dédiés aux bailleurs sociaux. D'accord. Donc ça, c'est eux après qui mettent leurs locataires à l'intérieur.
D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Mais ça, on le sait au moment du montage de l'opération. Voilà, quel est le quota. Après, sur Toulouse, hein, tu peux avoir du prix maîtrisé aussi, du primo-accédant, où le prix au mètre carré est plafonné. Donc, il peut y avoir un quota de prix maîtrisé sur une opération aussi. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, donc ça, sur le social, le promoteur, effectivement, alors, va effectivement mettre en place les quotas nécessaires et demandés, en fait. D'accord. Ok. Et sur cette partie-là de la commercialisation, du coup, si tu me dis que, par exemple, je sais pas, sur 40 logements, si c'est 25%, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est entre 20 et 25%, C'est ça quand même dépend. 10 logements, c'est-à-dire que le bailleur social finance une grosse partie du projet finalement, Tout à fait. Et en un ça- bloc. Et il y a des pénuries ou il y a les bailleurs sociaux parce qu'on sait qu'ils manquent de Alors, trésorerie? aujourd'hui, on a ce qu'on voit grâce à la crise. Aujourd'hui, certains bailleurs sociaux sont en train de racheter des stocks justement aux promoteurs pour développer le parc immobilier des bailleurs sociaux. Ok. Racheter des parcs, ça veut dire? Ça veut dire que sur une résidence, tu as 60 logements. Ouais. Au total, il y avait, il y Ils avait en prennent 15 lots, par exemple, de prévus en social. Ouais. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont en acheter 50%. Ah d'accord. Ok. Parce que le promoteur a besoin d'avancer sur son opération, que les délais de commercialisation, comme tu le disais tout à l'heure, se sont rallongés. Donc aujourd'hui, pour obtenir la garantie financière d'achèvement, ça rentre dans ce quota-là. Mhm. Et du coup, ok. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bailleurs sociaux qui revendaient aussi à des locataires pour se refinancer. Ils revendaient les programmes qu'ils ont achetés il y a 20 ans. J'ai vu qu'il y en avait qui revendaient, qui revendaient à un particulier. Je crois qu'il y a un cadre, il y a des conditions, etc. Alors oui, ça oui. Et là, on rentre dans le cadre de la vente de l'ancien par rapport aux bailleurs sociaux. Et là, c'est de la revente, mais plutôt de l'ancien. Et il est pas. Ça veut dire que l'appartement qui garde ce statut de logement social, j'imagine est-ce qu'on peut le retirer ce statut à la vente une fois que Oui, parce que là, il rentre en fait dans le sas de l'ancien, de quoi. l'ancien Classique. classique. Ok. Ok, donc il n'y a plus de conditions derrière, on peut C'est relouer ça. le prix qu'on veut. Tout à fait. Ok. J'ai compris. Super. Ok. En ce moment, est-ce que vous avez une difficulté à trouver du terrain, du foncier? Ah oui, parce que j'ai pas fait le truc d'avant en fait, je suis en train de penser. Mais ça joue, ça va aussi un peu avec, parce que quand je pose ma question là, je suis encore dans cette histoire de diversification. Ouais. Il y a des promoteurs Et oui. qui se sont spécialisés, j'ai vu récemment aussi, ils rachètent des immeubles, ils reconstruisent au-dessus, ils vont chercher 2-3 étages supplémentaires dans les cœurs de ville, où il y a une pression au mètre carré. Et j'en ai vu d'autres, par exemple, là je vois que ça revient à la mode, et je vois qu'il y a eu une grosse... j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, je crois que Nexity a lancé un projet, tout un truc cette année là-dessus, où ils vont reprendre des bureaux, ils vont les transformer. Oui, alors justement, grâce à la crise, il faut effectivement que les promoteurs se réinventent aussi. Donc il y a différentes possibilités qui existent. Certains qui sont plus spécialisés sur de la réhabilitation, ou justement, comme tu dis, dans les cœurs de ville. Il y a besoin aussi de redonner une dynamique sur certains cœurs de ville, sur des zones qui vont être un peu plus excentrées des grandes agglomérations. Ensuite, il y a de la diversification sur du loueur meublé non professionnel étudiant, par exemple, d'accord, ou classe affaires aussi. Il y a des promoteurs qui sont spécialisés sur ce montage-là avec des beaux commerciaux. Il y a aussi les EHPAD, d'accord, hein, donc tout ça mis bout à bout, oui, il faut effectivement se diversifier. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui garder sa compétence première. Un promoteur, effectivement, qui est habitué à faire de la réhabilitation, il faut qu'il garde en fait ce créneau-là aussi. Certains qui font effectivement du neuf, que du neuf, ils n'ont pas forcément les personnes qui savent faire de la réhabilitation. Donc là, voilà, on est sur un marché où les acteurs sont en train de muter. Donc, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Ça, je ne sais pas dire. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais oui, il faut effectivement se réinventer.
Ce qu'il faut aujourd'hui, ce qui peut faire la différence, à mon avis, ça va être le service apporté au client. Voilà. Ça va être cette différence-là, surtout. Voilà. Est-ce que tu vois vraiment l'immobilier vendu dans 5 ans en neuf différent de celui qui est vendu aujourd'hui? Alors, oui, il sera différent. Là, par exemple, les recherches de foncier, comme tu disais, je vais revenir juste sur les revenus, les recherches foncières. Ouais. Les recherches foncières, aujourd'hui, elles arrivent. Elles arrivent, on va les chercher. Pourquoi? Ça peut être des terrains, effectivement, où il n'y a rien. Ça peut être des dents creuses qu'on appelle en centre-ville aussi. Donc, ça peut être une maison qui va être implémentée au milieu de 3 à 4 maisons. Ça peut être des grosses maisons avec du terrain qui ne sont pas vendables, entre guillemets, dans l'ancien aujourd'hui pour différentes choses. Le budget, les normes, effectivement, DPE. Donc, les propriétaires souhaitent plutôt vendre à des promoteurs. Donc, et ça, c'est le réseau d'agents immobiliers qui vont venir vers nous, promoteurs, justement, pour commercialiser, vendre leur terrain dans l'ancien et commercialiser effectivement du neuf. Et là, encore une fois, je vais mettre l'accent sur le mot que j'aime beaucoup, c'est la synergie. Ouais. Voilà, on est sur beaucoup d'acteurs sur le secteur et c'est cette synergie effectivement qui va faire la différence. D'accord. Donc voilà, dire comment sera l'immobilier, je ne sais pas dire. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en ayant suivi ma ligne de conduite et mes critères de promotion immobilière, aujourd'hui, ce que les partenaires me font en retour, c'est de me dire, bon, aujourd'hui, les taux ont augmenté, les employés, les salariés, la population est moins finançable. Les profils qui se démarquent, ça va être de la résidence principale et d'avoir des petites copropriétés permet effectivement d'aller chercher plus facilement la résidence principale. Et on me dit, finalement, tu t'es positionné sur des copropriétés qui vont peut-être faire la différence, effectivement, dans les mois, les années à venir. Donc, j'aime à croire, effectivement, que, et on le voit, hein, tous les acteurs font des copropriétés, on va dire, qui sont plus à taille humaine, résidence intimiste, pour justement, en fait, le développement, en fait, des quartiers. Ok. Après, il nous faut du logement. Donc, certaines zones sont importantes à développer, comme certaines ZAC, qui sont très bien positionnées. Et là, effectivement, il faut réussir à avoir cette harmonie-là. Donc, après, et je terminerai là-dessus, ça va être aussi les typologies d'appartements, de logements pour adapter par rapport à la demande de clients. Aujourd'hui, encore une fois, après Covid, hein, puisque cette période-là, je pense, nous a tous marqués, que ce soit nos enfants, nous ou les anciennes générations. On a vu une émergence aussi de personnes qui se sont ressoudées pendant le Covid et d'autres qui, malheureusement, se sont désolidarisées. Donc, les divorces. Donc, ce n'est pas un logement qu'il faut, en fait, c'est 2 logements. Et on voit que ça a démultiplié la demande locative. Ce qui est important, effectivement, c'est d'arriver à développer le foncier, les logements, justement pour s'adapter à l'évolution aussi de la population. Ok, ouais, donc c'est là où l'immobilier, finalement, il va être très différent dans 5 ans qu'aujourd'hui, du fait du changement d'habitude de consommation du logement. Et ok. Il y a eu une mode à un moment donné, d'ailleurs, en parlant de ce changement, très américaine de l'immobilier consommable. On voit des maisons se faire livrer sur des camions aux États-Unis. C'est pas du tout la norme en France. Hein. On s'est éloigné de ça. J'ai l'impression qu'il y a eu des acteurs qui ont commencé à essayer de faire des choses, du préfabriqué, un peu solide. J'ai l'impression que ça y est, c'est derrière nous. Je vois pas beaucoup de... Ça n'existe pas en fait. Non. Ça s'est pas démocratisé, quoi. Non, ça s'est pas démocratisé.
on est sur est de sur la du construction dur. classique, hein, voilà, avec du sous-sol, de la brique, hein, qui s'adapte, je pense, au foncier d'aujourd'hui et à la vie de demain, quoi. Ouais, je pense que c'est Mm. bon d'ailleurs pour l'urbanisme français, puisque Tout à fait. de commencer à construire du pas cher en fait, et du consommable, ça fait que tous les 20-30 ans, il faut reconstruire quoi. C'est ça. Et puis, ça aide aussi au niveau de l'emploi dans le bâtiment. Mhm. Et là, on le voit effectivement arriver. La crise aujourd'hui fait qu'il y a moins de permis de construire obtenus. Et ce genre de fabrication, bah, ça limiterait effectivement le nombre d'emplois Mhm. générés dans le bâtiment. Mhm. Donc je pense que là, effectivement, c'est bien de rester sur des valeurs peut-être un peu anciennes. Ok. Quand on a préparé l'entretien, on a parlé justement, puisque encore une fois, tu fais la jonction avec le commercialisateur. On a vu on a vu des commercialisateurs. Tout à l'heure, on en a parlé. Hein, il y a beaucoup de commercialisateurs qui vont un petit peu mentir sur les charges, qui vont pas avoir peur de vendre des produits un peu bancals. Euh, il y a d'ailleurs j'ai vu quand j'ai accès aux listes avec les programmes, je vois les commissions. Parfois, on voit des programmes où il y a des commissions qui sont astronomiques. Quand je vois le document, moi, en interne, qui n'est pas communiqué au client, j'imagine qu'il y a une transparence à un moment donné, mais je vois des fois des commissions énormes. J'ai l'impression que c'est parce que les programmes, on n'arrive pas à les vendre dans ces zones-là, c'est pour stimuler le vendeur. Euh, euh, et finalement, dans l'immobilier, chez les brokers, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vendent honnêtement, comme tu dis, avec un peu le côté éthique, et tu as ceux qui vont vendre l'avantage fiscal sans vraiment vérifier que le produit correspond à l'acheteur. On se retrouve qu'un acheteur qui est mécontent derrière, qui ne peut pas vendre, puisque quand on a payé des frais de notaire et quand on a payé des frais tout un tas de frais pour arriver à obtenir les clés, mettre un locataire en place ou vivre dans l'appartement, bah, c'est compliqué de faire machine arrière. Quand on est mécontent, on est bloqué pendant des années. Euh, Est-ce que tu vois vraiment des commercialisateurs qui sont honnêtes et pas honnêtes? Est-ce que ces commercialisateurs pas honnêtes, pareil, est-ce que est-ce que c'est une idée reçue aussi? Ou est-ce que, ou est-ce que non, vraiment, ça existe? Alors oui, ça existe, hein. Ça existe. Alors c'est intéressant, il y a deux choses sur lesquelles je vais revenir. Oui, ça existe. Après, j'ai envie de dire, il faut pouvoir se regarder dans une glace. Mhm. Moi, l'objectif, hein, c'est de commercialiser avec des personnes où je m'inscris sur du long terme, que ce soit avec les clients et que ce soit avec les partenaires. Pourquoi? Parce que le partenaire, effectivement, qui va faire de la vente ce que j'appelle un peu one shot, le client, au final, c'est moi qui vais l'avoir en livraison. Donc, j'ai besoin, effectivement, d'avoir une satisfaction client. La livraison, ça veut dire que derrière, c'est toi qui vas faire la On va visite remettre des clés. les clés au Ok. propriétaire. Donc, on a besoin, effectivement, d'être éthique. D'accord? Et c'est surtout que, avec les valeurs dont je te parlais tout à l'heure, il y a ce besoin d'aller chercher la recommandation. Aujourd'hui, la meilleure rémunération, autre que les honoraires dont tu parlais, et je vais Ouais. faire le pendant après, c'est la recommandation client. Ouais, c'est le client qui vient revoir le commercialisateur, finalement. Exactement. Il va Donc, pas voir le promoteur naturellement. T'as pas de client qui. il peut, Ouais. si, le particulier peut revoir effectivement le promoteur. Mhm. Donc, la recommandation, elle est importante à tout niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça va encore plus se creuser dans les mois à venir, la satisfaction client va amener la recommandation. Et c'est le bouche à oreille qui va faire la différence. Ok, ouais. Voilà. Ouais, donc finalement, le commercialisateur qui vend n'importe comment, jamais personne va le rappeler. Il aura toujours un coût d'acquisition client nouveau. Alors que j'imagine que c'est facile de se constituer un portefeuille de recommandations. C'est ça. Alors, c'est facile. Il faut aller chercher Faut la aller chercher au début, j'imagine. recommandation. Ouais. La recommandation, elle va se chercher à n'importe quel stade de Mhm. l'opération. Mais ça, comme diraient certains coachs conférenciers, tout bon vendeur n'a pas réponse à tout, mais question à tout. Mhm. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il vaut mieux partir du besoin du client
et d'avoir un produit adapté par rapport aux besoins du client que l'inverse. Et à mon sens, quand on fait un job par passion, on a, comme en période de crise, tendance à aller regarder peut-être les honoraires. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais soulever par rapport à ce que tu disais. Il faut être détaché du résultat. Il faut être détaché effectivement des honoraires. C'est-à-dire qu'il y a des honoraires. Alors d'une, il y a quand même la loi, effectivement, Montgolfier, qui impose sur les investissements locatifs de plafonner les honoraires à 10%. Et ils sont mentionnés dans le contrat de réservation, contrat synallagmatique donc en VFA, puisque sur de la VFA, on ne signe pas un compromis de vente, mais on signe un contrat de réservation. Et je pense qu'il ne faut pas être guidé par les honoraires. Donc les honoraires, il y a des variations d'honoraires qui peuvent être liées à différentes stratégies du promoteur. Ça peut être, on a envie de donner un coup de boost sur l'opération. Ça peut être, il me manque des réservations pour obtenir la GFA. Donc, je vais mettre un coup de boost. La GFA, c'est la garantie financière d'achèvement. Donc, la banque me dit, j'ai besoin de 50% de réservations, dont 25% avec des offres de prêt émises ou acceptées. Donc, ça peut être un coup de pouce ponctuel. Ça peut être aussi ce qui se fait en ce moment, des baisses de prix pour le client. Et en même temps, donc baisse de marge pour le promoteur. Donc le client bénéficie d'une baisse de prix. Le promoteur baisse sa marge. Et il y a des honoraires qui sont aussi à la baisse. Okay. Donc, parce qu'on est sur un marché où il faut se serrer les coudes à tout niveau. Donc oui, des fois, c'est plus dur d'avoir du rendez-vous. Les rendez-vous sont plus longs. Donc les commercialisations sont plus longues, mais je pense qu'il faut rentrer effectivement dans le schéma de tout le monde fait un effort et de se serrer les coudes justement pour passer cette période qui a démarré et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc il faut effectivement à tenir. Donc les honoraires, oui, il peut y avoir des stratégies différentes mises en place. Maintenant, je pense qu'il faut partir du principe que c'est le besoin du client. On sélectionne le bien immobilier. Pourquoi? Parce que si on voit de suite les honoraires au plus haut, on peut se passer à côté de la vente et on peut passer à côté d'une recommandation client. Et ça, j'insiste là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure rémunération, c'est la recommandation. Et ils sont transparents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le client, il voit dans le contrat de réservation les honoraires, peut-être... Tout à fait. Ouais, sur la loi Montgolfier impose pour tous les investissements levier fiscal, Pinel, en vigueur, impose effectivement que le promoteur mentionne les honoraires alors frais directs et indirects de communication et de commercialisation. Donc le client, quand il signe son contrat de réservation, il connaît effectivement le pourcentage qui est attribué, puisque alors c'est un pourcentage par rapport au prix de revient, donc c'est le prix de vente plus les frais de notaire. J'ai compris. Voilà, puisque les frais de notaire dans la VFA sont réduits. C'est aussi un des avantages de la VFA. J'ai une question, je pense que tu as dû t'y attendre. Comment les promoteurs vont faire face, ou même pas que les promoteurs, parce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, face à la pénurie de logements? Parce qu'il manque combien de logements aujourd'hui en France? Aujourd'hui... Sachant que la demande, elle continue d'augmenter, le manque continue d'augmenter. Oui, alors là aujourd'hui, il parle de plus de 500 000 logements. C'est ça. Voilà. Donc c'est énorme, c'est considérable. Ils dorment où les gens? Je me pose la question, mais où est-ce qu'ils dorment les gens? Les 500 000 personnes? Mais aujourd'hui, il y avait effectivement là, au mois d'octobre, des étudiants par exemple, qui arrêtaient les études parce qu'ils n'avaient pas de logement. On est en 2023. Ah, c'est ouf. C'est juste pas possible en fait. Il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Il y a effectivement ce manque-là de logement. Par exemple, divorce. Demain, vous voulez partir en location, il y a des listes d'attente. Donc, il faut faire des concessions sur peut-être le secteur géographique. Ce qui n'est pas évident quand on a les enfants, qu'on est en garde partagée, dans la vraie vie du quotidien, en fait. Et cette crise du logement, aujourd'hui, a plusieurs impacts.
C'est-à-dire que les promoteurs, du coup, il y a un ralentissement de l'obtention des permis de construire, ralentissement des lancements commerciaux. Donc, il va y avoir en fait un effet de construction aussi, après, puisqu'il y a toujours un delta entre le lancement commercial et la livraison. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, les gens qui sont locataires, donc tous les gestionnaires locatifs, ont un parc immobilier qui stagne parce que les locataires, ils partent pas. J'ai un appartement, j'aimerais bien déménager, mais en fait, je bouge pas. C'est très dur de déménager en ce moment. Voilà. Clair. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des listes d'attente impressionnantes. Donc, aujourd'hui, si on ne redonne pas une dynamique sur le logement neuf, ça va faire stagner toute la chaîne. Et encore une fois, c'est des synergies sur les différents acteurs. Que ça soit le gestionnaire locatif, que ça soit le promoteur, que ça soit le commercialisateur, que ça soit le syndic aussi, et que ça soit derrière tous les autres corps de métier. J'ai compris. Et les courtiers aussi. Ok. Et du coup, si je fais une transition sur la sortie de crise, parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une crise où il y a le coût de la dette, enfin le coût du crédit qui augmente. Donc, mécaniquement, le budget pour acquérir qui baisse. Comment tu vois la sortie de crise? Alors, je sais qu'il n'y a pas de boule de cristal, ça fait 2 fois que tu le dis, 3 fois si on considère le avant-interview. C'est ça. Comment tu vois... Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le marché va s'habituer à des taux élevés. Enfin, élevés, en fait. On sait quand on regarde 30 ans en arrière que ce n'est pas des taux qui sont particulièrement élevés. C'est juste que quand le taux augmente, il y a un impact à court terme. Mais est-ce que tu imagines un taux qui va stagner à 15-20 ans, à 4-5%, et avec un marché qui va s'habituer en conséquence? Est-ce que c'est normal de se dire que le gouvernement va interagir, il va relancer le prêt à taux zéro, là où finalement on voit qu'il le retire? Je crois qu'ils l'ont relancé. Il le relance, ça c'est une direction pour stimuler un petit peu le truc. Même l'apport aussi. Il y a la question de l'apport. Aujourd'hui, les banques elles sont ultra exigeantes sur l'apport. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on est habitué à... moi, il y a 15 ans, j'ai acheté à 110%, je ne sais pas combien d'appartements. Aujourd'hui, 110%, ça n'existe plus. Faut mettre de l'apport. Donc, le temps que le français s'habitue, et l'investisseur et le particulier, comment tu vois, comment c'est possible de sortir de et chercher cette demande, ces 500 000 logements? Si aujourd'hui les acheteurs ne peuvent pas acheter, s'il n'y a pas de coup de pouce, encore une fois, de l'État, comment on va sortir de tout ce... Alors aujourd'hui, oui, effectivement, tu l'as compris, pas de boule de cristal. Donc, on ne sait pas effectivement si la crise va durer en 2024, 2025, 2026, 2027. Ça, je pense que personne ne l'a. Il y a des économistes, effectivement, qui ont certaines visions que je partage ou pas. Il va falloir, effectivement, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir un rebond. On sait que par le passé, c'est l'immobilier qui est reparti en premier. Donc aujourd'hui, là, il y a un marché qui est en train de se modifier, des acteurs qui malheureusement disparaissent, des acteurs qui vont émerger, et au bout du compte, il va y avoir une régulation du marché qui va se faire sur les promoteurs, par exemple, les commercialisateurs. Il va y avoir des personnes qui vont attendre que la crise passe. Il va y avoir d'autres personnes qui vont mettre en place différentes actions pour justement se dire, ok, la crise est là, je suis inventif, je vais essayer d'aller trouver du contact finançable. Et il va y avoir effectivement une petite émulation, mais qui est difficile effectivement à entrevoir. Donc oui, il va y avoir un rebond, on ne sait pas quand, mais aujourd'hui, il faut être acteur. Donc on ne peut pas se dire, bon, moi j'attends. Non, il faut mettre en place des actions qui vont effectivement être positives. Certaines n'aboutiront pas, mais au moins, on a essayé de mettre en place certaines choses. Donc
La sortie de crise, je pense qu'on Ouais. ne peut pas la prévoir. En revanche, ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est de trouver certaines solutions. Et aujourd'hui, on est sur, pour moi, une crise multifactorielle. On a, comme tu le disais, et je vais rebondir là-dessus, sur le taux, les prêts bancaires, qui du coup ont modifié le profil des clients qui peuvent être finançables sur des taux à 4,5, effectivement, comme tu le disais. Même moi, c'était des taux en vigueur il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des taux qui sont quasi normales. C'est parce qu'on a vécu une période où les taux ultra bas n'étaient pas... C'était cadeau. Ouais, c'était cadeau, exactement. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui sont finançables avec des apports, justement parce qu'aujourd'hui, le financement à 110%, il n'y en a plus. Il faut des apports. Donc, ce qui peut être effectivement bien pour finaliser le dossier bancaire. Mais ce qu'on voit aussi sur le profil des clients, c'est que certains sont finançables, ils ont effectivement cet apport-là, mais ils ne passent pas effectivement à l'action d'acheter parce qu'ils ont une incertitude de cette crise multifactorielle avec le contexte géopolitique où ils ne savent pas s'ils doivent y aller, pas y aller, quelle est la bonne décision. Et donc, notre rôle de professionnel, que ce soit promoteur, agent immobilier, courtier, on doit aider effectivement ces personnes-là à se positionner parce que dans l'immobilier, il y avait une citation que j'ai mise sur les réseaux où il vaut mieux acheter l'immobilier et attendre que attendre et acheter l'immobilier. Bah oui, mais c'est connu. Voilà. La personne qui achète aujourd'hui, elle se retrouve dans 3 ans avec les personnes qui vont se réveiller avec 30 000 € d'amorti. Exactement. Et en plus, les taux, et là c'est plus pour le levier fiscal, donc la Pinel qui est en vigueur à l'heure actuelle, finalement, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc, finalement, si on fait tourner les chiffres, votre bien sur lequel vous aviez moins d'intérêts déductibles, puisqu'on était sur du 1%, d'accord, vous rentriez sur un bénéfice plus rapidement. Alors que là, le taux à 4 ou 5 points, on va voir qu'on va avoir plus d'intérêts déductibles. Donc, si le client est finançable, oui, il va faire quand même une bonne opération. D'accord? Parce que finalement, c'est transparent. En revanche, aujourd'hui, nos confrères courtiers, c'est compliqué d'arriver effectivement à financer, de raconter la belle histoire du dossier, puisque pour moi, nos amis les courtiers sont des conteurs aussi d'histoire, de présenter, tout va dépendre de comment aussi on présente le dossier au niveau bancaire. Et c'est important d'arriver effectivement à financer les personnes qui ont les capacités. Aujourd'hui, si j'avais une chose à dire à des clients en direct, c'est réfléchissez pas, allez-y, quoi. Foncez. Vous êtes finançable. Ouais, c'est la clé. On n'est pas finançable toute notre vie. C'est ça. Il y a des moments dans la vie où on n'est pas finançable. Une naissance, une maman qui ne travaille pas ou un papa qui ne travaille pas, ça arrive très vite, un accident de la vie. Exactement. Donc sur l'investissement locatif, aujourd'hui, si on est finançable, il faut y aller. On peut voir effectivement que les profits clients ont diminué. Alors là, après, je laisserai plutôt nos confrères professionnels courtiers en parler, mais pour travailler avec eux au quotidien, un profil, par exemple, qui était finançable à 300 000, avec les taux, les anciens taux, aujourd'hui, on est plus sur du 260 000. Donc, effectivement, il faut revoir sur l'investissement locatif, du coup, le budget, bien évidemment, et que ça corresponde à une certaine cible de logement. Et sur la résidence principale aujourd'hui, il y a 5 ans, j'avais un budget à 450 000. Aujourd'hui, je l'ai à 400 000. Ouais. Donc, il va falloir effectivement que dans ma recherche de résidence principale, je fasse un arbitrage sur quels critères je vais relayer en dernier rang. Par contre, si on est finançable en résidence principale, aujourd'hui, pareil, il faut foncer. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc, si dans 5 ans, je dois revendre, si j'ai fait une bonne sélection de lots, bon, là, on en revient effectivement à mon appétence sur certains biens spécifiques.
il faut y aller. Et on sait que le potentiel revente, il sera là. Que ça soit 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a constaté dans le passé que bah, c'est ça, toutes les personnes qui ont acheté, il n'y a jamais personne qui s'est dit « Ah, c'était pas le moment d'acheter ». Et pourtant, des phases compliquées, on en a vécu. Il y avait des acheteurs juste après la crise des subprimes, avec une crise un peu identique à celle qu'on a aujourd'hui sur le crédit, sur la pénurie de biens à la vente. Enfin, c'était une crise où voilà, il y avait peu d'acheteurs, donc il y avait peu d'opérations. En fait, tous les gens qui ont acheté, il n'y en a pas un seul qui s'est réveillé qui a dit « Ah, c'était pas le moment d'acheter ». Donc moi, je rejoins parfaitement ce que tu me dis. En fait, c'est vrai, tu as raison. Et même si on doit compenser par de l'apport ou par une baisse de surface, finalement, même avec une baisse de surface, surtout si les produits baissent en surface, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la typologie des locataires ou des personnes qui cherchent à acheter change, notamment avec les divorces, etc. En fait, bah, finalement, même si on achète les petites surfaces, on les louera. Ça contribuera au développement du patrimoine de l'investisseur et il n'y a pas d'erreur d'arbitrage ou de décision sur voilà, ce qui est sûr, l'erreur c'est d'attendre. C'est ça. L'erreur elle est là et ça a toujours été dans l'immobilier. L'erreur c'est d'attendre. Que ce soit en finance ou en immobilier, en finance on parle d'intérêt composé. L'immobilier c'est un peu pareil, sauf qu'il y a l'effet de levier en même temps. C'est sûr que plus tôt on achète, mieux c'est quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, c'est bien. Et bah, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais qu'on aborde lors de cette interview? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire? Bon, à l'agence, on a parlé un petit peu de l'agent immobilier, un petit peu au courtier. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux relever? Alors, ça sera, on va dire, peut-être la phrase peut-être de clôture. Ouais. On est nombreux, effectivement, de nombreux acteurs sur le secteur. Ce que j'ai envie de dire, c'est alors l'union fait la force, donc c'est hyper important et on le voit encore plus aujourd'hui de se serrer les coudes parce que malheureusement il y a des confrères qui disparaissent, que ce soit des agences immobilières, que ce soit des promoteurs, des gestionnaires locatifs. Donc on est en train d'avoir une mutation du secteur. Alors seul on va vite. Ensemble, on va plus loin. Et c'est surtout prendre du plaisir à faire notre job. Et encore une fois, on est nous-mêmes acteurs de ce plaisir-là. Donc moi, c'est la passion qui m'anime. Et j'espère effectivement avoir transmis cette passion-là. Donc ouais, prendre du plaisir pour faire son job, en fait. Okay. Quel que soit l'acteur, en fait. Ouais. Bah, c'est une belle phrase de clôture. Bon, en tout cas, merci Audrey pour cette interview. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu ce qui se passe avant l'agent immobilier, au moment de la construction. J'espère que tout ça, ça vous a aidé, on va dire, dans votre quotidien. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions supplémentaires, on y répondra en dessous de la vidéo.